Bien, si vous le voulez bien, nous allons peut-être commencer cette deuxième table ronde de la journée, de ce colloque. Monsieur le Président de la Commission des lois au Sénat, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Vice-président de la Cour de justice de l'Union européenne, Monsieur le Président de la Cour nationale du droit d'asile, Monsieur le représentant du HCR, Mesdames et Messieurs les avocats, chers collègues, Mesdames et Messieurs, de la protection des individus à la protection des sociétés, un nouveau défi pour le juge de l'asile. Thème intéressant, peut-être même un peu délicat, mais le thème n'est pas posé sous une forme interrogative et pour autant, il me semble qu'on peut se poser deux questions. La première, s'agit-il vraiment d'un défi nouveau pour le juge de l'asile? La seconde, le juge de l'asile peut-il le relever? Bien. Vous n'imaginez pas un instant qu'à la seconde question, je ne réponde pas oui, naturellement. Quant à la première, eh bien, nous verrons ce qu'il en est. Alors, pour parler de ce sujet, nous aurons la chance de disposer d'un triple éclairage, qui est celui du législateur, celui du Haut Commissariat aux réfugiés et celui du juge judiciaire en charge notamment des questions de sécurité. J'ai donc le plaisir, j'ai l'honneur de recevoir à cette table ronde Monsieur le sénateur Buffet, président de la Commission des lois du Sénat, Monsieur Artini, représentant du HCR en France, et Madame Sophie Havard, qui est première vice-procureure de la République près le parquet national antiterroriste. À l'issue de leurs interventions, je pense, j'espère, si je fais bien mon travail de modérateur, on est un peu le maître des horloges pour une fois, j'espère que nous disposerons d'un temps d'échange avec la salle. Alors, un très bref mot d'introduction avant de passer la parole aux intervenants. Le droit d'asile, c'est la base. Naturellement, c'est un droit constitutionnellement garanti par le préambule de la Constitution de 1946, par la Constitution de 1958, consacré par la Convention de Genève, par le protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés, et ainsi que plus récemment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le droit d'asile, sans remonter à l'Antiquité, n'a pour autant jamais méconnu la nécessité d'établir une distinction entre celui qui peut, qui doit être protégé, et celui qui, alors qu'il peut être protégé, doit éventuellement être exclu de cette protection. Même Hugo Grotius, un des fondateurs du droit international, écrivait, je cite, c'est un peu suranné, que cette protection est pour des personnes exposées aux poursuites d'une injuste haine, mais non pas pour des gens qui ont commis malicieusement des choses nuisibles, ou à la société humaine en général, ou à quelqu'un en particulier. Et monsieur le vice-président du Conseil d'État citait tout à l'heure la première Constitution, 1793, la Constitution dite montagnarde, qui n'a jamais été appliquée, qui n'a pas de valeur juridique, mais qui, en son article 120, eh bien, donnait l'asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté, mais le refusait aux tyrans, ce qui ne manque pas de sel lorsqu'on sait qu'un des initiateurs de cette, évidemment, Constitution s'appelait Robespierre. Bien. En dépit donc des craintes réelles de persécution, l'étranger doit donc être en conformité avec ce que préconise l'ordre public, qu'il soit national comme international. Et le juge de l'asile est donc depuis longtemps et régulièrement confronté à cette double exigence de la protection des individus et des sociétés qui les accueillent par le biais d'un certain nombre d'instruments, tels que l'exclusion, qu'on a déjà évoqué, s'agissant, je simplifie, des agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies, ce sont les articles D, A, F de l'article 1er de la Convention de Genève. En somme, les agissements de certaines personnes sont si graves qu'ils ne méritent pas la protection internationale. Ou encore la fin de protection, lorsque, alors même qu'il a obtenu une protection, eh bien, le réfugié va perdre son statut pour des motifs d'ordre public. Donc le juge de l'asile doit non pas tant, me semble-t-il, relever un nouveau défi que continuer, comme il l'a toujours fait, de faire évoluer sa jurisprudence en tenant compte, naturellement, de l'intérêt général de la collectivité. La réponse juridique doit donc s'adapter. Les plus récents arrêts du Conseil d'État ont ainsi jugé, par exemple, que même si les infractions pénales ne sauraient elles seules justifier légalement une décision mettant fin au statut,
C'est l'arrêt Hamadi, du 10 juin 2021. La seule circonstance qu'un réfugié condamné pour des faits qui, lorsqu'ils ont été commis, établissait que sa présence constituait une menace grave pour la société, se soit abstenu postérieurement à sa libération de tout comportement répréhensible, et si cette seule circonstance n'applique pas par elle-même, du moins, nous dit le Conseil d'État, avant l'expiration d'un certain délai, et en l'absence de tout autre élément positif significatif en ce sens, eh bien, ça ne signifie pas que la menace ait disparu. Ou encore, ou à l'inverse, je fais référence à l'arrêt Caracalla du 19 juin 2020, également commenté, le Conseil d'État a jugé que la possibilité de refuser le statut de réfugié ou d'y mettre fin est sans incidence sur le fait que l'intéressé a ou conserve la qualité de réfugié. C'est une décision qui tire elle-même les conséquences de décisions de la Cour de justice de l'Union européenne relative à l'interprétation de la directive qualification et qui clarifie la distinction entre la perte de la qualité de réfugié et le retrait du statut. Voilà, une fois donc ce bref propos introductif passé, je vais maintenant passer la parole à Monsieur le sénateur Buffet. Monsieur Buffet, vous êtes sénateur du Rhône, président de la Commission des lois du Sénat. Au cours de vos mandats sénatoriaux depuis 2004, vous avez été rapporteur de nombreux projets de loi en matière d'asile et d'immigration, ainsi que de commissions d'enquête, de missions d'information sur ces problématiques. Au sein du Sénat, la Commission des lois, ai-je besoin de le rappeler, est chargée tout particulièrement de suivre ces questions, y compris sur le plan budgétaire. Il consacre une partie importante de ses travaux. Sans plus attendre, Monsieur le sénateur, je vous passe la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je ferai comme disent les avocats, je me rapporte à la présentation qui a été faite par notre modérateur pour associer tout le monde dans ses grades et qualités, si vous me permettez cette expression. 70 ans, c'est le bel âge, mais vous étiez déjà là il y a 10 ans. Et finalement, on finit par imaginer qu'il y a un lien, une sorte de tradition qui se met en place entre la Commission nationale du droit d'asile et le Sénat. Et je voudrais vous dire, en mon nom personnel, au titre de la Commission, mais également au titre du Président du Sénat, le plaisir que nous avons de vous accueillir ici et vous remercier de faire le choix de venir ici. Naturellement, c'est un lieu dans lequel on a le souci permanent, je crois, de veiller, non pas sur la CNDA, en dehors de notre condition, mais en tous les cas de regarder à la fois non seulement ses travaux, ses décisions, ses évolutions, et bien sûr, à travers d'autres aspects plus budgétaires, les moyens qui lui sont alloués pour remplir la mission qui est la sienne. Donc je serai, de ce point de vue-là, je souhaiterais vous rassurer, on continuera, le budget arrive, on va regarder ça prochainement, naturellement. Enfin, c'est à la fois le plus important et pas complètement le plus important sur le sujet qui nous intéresse. Encore pour dire qu'on s'y intéresse beaucoup, vous l'avez rappelé, c'est vrai que j'ai été le rapporteur de plusieurs textes, mais ça, ce n'est pas un titre de gloire particulier. Mes collègues m'en veulent un peu parce que je mobilise un peu sur le sujet. Mais malgré tout, récemment encore, nous avons rendu un rapport d'information sur les services de l'État et l'immigration, afin de retrouver sens et efficacité, qui évalue, je le crois, l'activité de la Cour et qui pose quelques éléments de réflexion. Je dois dire que ce rapport a en partie aussi été puisé à bonne source du Conseil d'État un certain nombre de réflexions menées en 2020. Je voudrais, à travers ces différentes expériences, vous dire que je mesure combien la politique de l'asile en France s'est transformée en réalité sur la période récente. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la plus significative de ces mutations n'est pas quantifiable et n'est qu'indirectement liée à l'augmentation continue des flux de demandes de ces dernières années. Non, l'évolution la plus profonde, me semble-t-il, a trait aux objectifs mêmes de la politique de l'asile. Et c'est bien l'objet de notre table ronde qui nous invite à nous interroger sur ce glissement qui s'est finalement opéré entre deux conceptions divergentes du droit d'asile. Les origines de ce mouvement remontent, me semble-t-il, à la fin des années 80, mais celui-ci s'est nettement accéléré sur la période plus récente. Le phénomène, d'ailleurs, a été assez admirablement décrit dans un ouvrage de Philippe Ségur, intitulé « La crise du droit d'asile », bien qu'il date d'ailleurs de 1998, mais c'est encore très jeune, conserve toute son actualité. Philippe Ségur, il fait la distinction entre, d'une part, l'asile demandé, qui est un droit centré sur la personne du demandeur et provenant d'une tradition républicaine solidement ancrée, et d'autre part, l'asile consenti, qui est, lui, un droit appartenant à l'État, qui décide souverainement d'autoriser ou non une personne à siéger sur son territoire au titre de l'asile. Dans la première conception,
qui peut être qualifié de personnaliste. L'objectif exclusif du droit d'asile est la protection des individus persécutés, tandis que le spectre est plus large dans la seconde conception, disons, qu'on pourrait qualifier d'étatiste, où des objectifs complémentaires sont considérés. Celui qui a pris le plus de place sur la période récente est l'objectif de protection de la société, qui implique notamment de trouver un équilibre finalement entre la garantie du droit d'asile et celle de la sécurité des citoyens. Cette montée en puissance des préoccupations liées à la sécurité contribue d'ailleurs grandement, mais pas exclusivement, au déplacement actuel de l'individu vers l'état du centre de gravité de l'asile. Dans l'ensemble, d'ailleurs, ce rééquilibrage me paraît bienvenu, tant la conception personnaliste et par certains aspects idéalistes de l'asile s'était heurtée aux limites du réel. Outre les questions liées à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, je pense ici à la massification de la demande d'asile, à l'apparition d'un phénomène de dévoiement de ce droit, ou encore peut-être à son européanisation progressive. Pour autant, il est illusoire, sinon dangereux, d'opposer protection de l'individu et protection des sociétés. S'il est légitime que l'État soit maître de sa politique d'asile, nous nous devons également de perpétuer les valeurs républicaines qui ont fait de notre pays une terre d'accueil. Cette tradition remonte aux premiers pas de la République. Naturellement, elle nous honore et ne saurait être oubliée. Il nous appartient donc collectivement de trouver un chemin qui permette de concilier les objectifs de protection de l'individu et de la société. Le chemin est étroit, mais il doit exister. Je vais essayer, dans une intervention que j'espérais un peu rapide, d'évoquer ce rééquilibrage autour de 3 questions. La première, pourquoi s'est-il produit et dans quelle mesure est-il inévitable? Comment s'est-il concrètement manifesté, tant au niveau juridique que dans la pratique des acteurs de la politique de l'asile? Je pense ici en particulier aux législateurs, à l'administration et bien entendu aux juges. Dans quelle mesure, enfin, ce mouvement emporte-t-il des dangers et comment le prévenir? De multiples approches sont ouvertes d'ailleurs selon que l'on adopte le point de vue de l'historien, du juriste ou du politique. D'autres sont plus qualifiés que moi sur chacun de ces terrains. Et j'adopterai donc une intervention plutôt sur une approche plus restreinte, centrée sur ma propre expérience de parlementaire. Je tâcherai de partir au maximum de ce que j'ai pu connaître des thématiques migratoires dans les activités qui sont les miennes dans cette maison, pour vous donner un aperçu de la manière dont les transformations de cette politique de l'asile sont appréhendées, accompagnées et parfois, j'ose l'espérer, impulsées dans cette maison. Pour ce faire, j'ai structuré mon propos en 3 temps. Tout d'abord, il me paraît indispensable de prendre un peu de hauteur autant que faire se peut et de revenir sur l'histoire même du droit d'asile en France. Notre pays a en effet ceci de singulier que la primauté de l'objectif de protection de l'individu y était jusqu'à récemment tout à fait manifeste, mais sans que les considérations liées à la protection de la société ne soient néanmoins totalement éclipsées. Nous verrons dans un deuxième temps que les mutations de la demande d'asile et l'installation durable des questions de sécurité dans le débat public, conjuguées à d'autres facteurs, se sont traduites par un brouillage de cette hiérarchie. Et dans un troisième point, je présenterai les risques qui me semblent soulever une confrontation trop manichéenne de ces objectifs de protection de l'individu et de protection de la société. J'estime non seulement qu'un équilibre est possible entre ces 2 finalités, mais que l'atteindre est absolument indispensable, tant voir l'un prendre définitivement le pas sur l'autre pourra finalement, au bout du compte, mettre en péril notre équilibre social. Commençons donc par le premier point, avec une précision qui me paraît assez importante. Si le droit d'asile en France s'est historiquement et prioritairement construit autour d'une logique de protection des individus persécutés, la protection de la société n'a finalement jamais été très très loin. Tout d'abord, il est intéressant de relever, comme l'a fait Philippe Ségur, que la portée de l'asile n'a paradoxalement fait que se réduire entre son émergence antique et aujourd'hui. Il s'agissait en effet originellement, vous l'avez évoqué à demi-mot, d'une notion proche de l'absolu. Cela d'abord parce que l'asile représentait, au travers de la sacralisation des lieux de culte, un moyen de garantir le libre exercice de la religion, et ensuite parce qu'il est devenu, avec l'avènement de la chrétienté, un devoir moral. Je parle ici de la charité chrétienne. En offrant de multiples abris dans des lieux réputés inviolables, il fait donc peu de doute que l'asile religieux offrait un rempart bien plus solide contre les persécutions que le droit d'asile tel qu'il est peut-être même appliqué aujourd'hui. 2 leçons peuvent être tirées de ces observations. D'une part, l'asile a toujours été une notion en mouvement
et le glissement que j'évoquais en introduction n'est que la dernière manifestation d'une tendance en réalité de fond. Si l'objectif a toujours été la protection, la finalité de celle-ci a constamment évolué, libre exercice du culte et respect d'un devoir moral d'abord, garantie des droits de l'individu ensuite. D'autre part, cette conception extensive de l'asile religieux a indubitablement laissé des traces dans le droit d'asile qui s'est construit au fur et à mesure de la laïcisation de la société. Ce n'est probablement pas un hasard si cette conception libérale de l'asile qui a émergé après la Révolution française. Car c'est à ce moment que s'impose une vision personnaliste de l'asile, qui est un droit rattaché à un individu et dont chacun peut potentiellement se réclamer. Ce renversement est indissociable de l'avènement de la République et en trouve l'une des manifestations les plus évidentes, et cela a été dit tout à l'heure, dans l'éphémère Constitution de l'an 1, dans l'article 120 disposait que le peuple français, je cite, « donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté, il le refuse aux tyrans ». Si cette générosité a immédiatement acquis le caractère de symbole républicain, elle n'a toutefois que peu été appliquée ensuite, puisque, comme le dit Philippe Ségur, pendant plus d'un siècle après la Révolution, la France a fabriqué, entre guillemets, davantage de réfugiés politiques qu'elle n'en a accueillis. Le primat accordé à l'individu est encore plus net dans le préambule de la Constitution de 1946, qui mentionne que tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. Le demandeur est ici au cœur de la notion et sa situation personnelle est à ce stade le seul critère qui importe pour décider de l'octroi d'une protection. C'est dans cette optique que la protection a été accordée aux Allemands fuyant le régime nazi ou aux républicains espagnols en exil à compter de 1936. La création du droit d'asile dit conventionnel au sortir de la Seconde Guerre mondiale n'a initialement eu que peu d'impact sur cet état de fait. Il est vrai que la Convention de Genève de 1951 promeut une conception différente de l'asile, plus étatiste. D'ailleurs, elle ne traite pas de l'asile à proprement parler, mais se borne à encadrer plus prudemment l'octroi du statut de réfugié par les États parties. En réalité, l'émergence d'une vision plus étatiste de l'asile était à l'époque tout à fait compatible avec une pratique libérale visant à garantir la protection de l'individu. Un paradoxe a ainsi vécu jusqu'à la fin des années 80. Le statut de réfugié était souverainement octroyé par l'État sur le fondement d'une convention étatiste, mais à travers une doctrine personnaliste. Ce paradoxe est par exemple illustré par Catherine Tengen-Colli dans la dernière édition de son ouvrage « Que sais-je » sur le droit d'asile. Elle y décrit une situation où, je cite, « Celui qui souhaitait obtenir l'asile déposait sa demande auprès de l'autorité compétente, l'OFPRA en France, laquelle accordait sa protection au terme d'une interprétation souple de la Convention de Genève visant à en préserver l'esprit, c'est-à-dire la logique de protection. » Deuxième point, certes prédominant, cet objectif de protection de l'individu n'a néanmoins jamais été tout à fait absolu. La preuve en est que les clauses visant à protéger la société figurent à tous les niveaux de la hiérarchie des normes. Dès 1793, le pouvoir constituant était conscient du fait que le droit d'asile ne pouvait être automatique et avait jugé bon de préciser qu'il était refusé aux tyrans. On l'a évoqué. S'agissant de la Convention de Genève, deux catégories de clauses laissent des marges de manœuvre aux États. Un, des clauses d'exclusion, empêchant l'octroi d'une protection à une personne qui en remplit pourtant les conditions, désormais repris dans les dispositions de l'article 511-6 du CESEDA pour les réfugiés et en partie à l'article 512-2 pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire. Les grands D, grands E et F de l'article 1er de la Convention visent ainsi les personnes qui sont déjà protégées par un État ou un organisme des Nations Unies, autre que l'HCR, et surtout celles dont on a des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis des actes graves. Il s'agit des personnes qui se seraient rendues coupables, et je cite, de crimes contre la paix, de guerre ou contre l'humanité, d'un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil ou d'agissements contraires au but et aux principes des Nations Unies. Deuxième point, il existe ensuite des clauses de cessation, dont 6 d'entre elles figurent aux dispositions de l'article 1 grand C de la Convention et qui, pour être concis, finalement, je vais essayer en tous les cas, privent pour l'avenir de protection des personnes qui n'en ont plus besoin en raison d'une évolution de leur situation personnelle. Ce cas de figure est aujourd'hui repris dans les dispositions des articles L 5118 et L 512-3 du dit CESEDA. Comme l'illustrent ces clauses, c'est des considérations tenant à la sécurité des États membres ont finalement, dès l'origine, tempéré quelque peu la conception personnaliste de l'asile, alors privilégiée en France. Après ces éléments de contexte, je me penche rapidement en deuxième partie sur ce glissement entre objectifs de protection individuelle et de la société.
et de la société, oui. La prévalence du premier s'est en effet progressivement atténuée au gré des évolutions de la demande d'asile et de l'accroissement des considérations liées à la sécurité dans le débat public. Il me semble que ce rééquilibrage des objectifs de la politique d'asile était devenu inévitable. La conjugaison de 4 facteurs à partir de la fin des années 80 a en effet rendu en partie obsolète le primat accordé à l'individu. Le premier de ces facteurs réside dans la manifestation de la demande d'asile. Comme il est indiqué dans l'Atlas des migrations de Catherine Vintol de Weden, le nombre de personnes déplacées recensées par le HCR a été multiplié par 20 en l'espace de 10 ans et on comptait 26 millions de réfugiés à la fin de l'année 2019. Cette tendance se retrouve en France, où le nombre de demandes enregistrées par l'OFPRA est en hausse constante sur la période récente, en excluant la dernière diminution conjoncturelle liée, bien sûr, à la crise du Covid-19. Pour rappel, un pic de 132 000 demandes avait été atteint en 2019. Elle indique également que la frontière entre le demandeur d'asile et immigré travailleur s'est brouillée, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle décrit, et la confusion est d'ailleurs extrêmement dangereuse, petit commentaire personnel, elle décrit le demandeur d'asile sous la guerre froide comme un individu isolé, dissident, menacé dans son état d'origine, tandis que l'on observe désormais des arrivées collectives de personnes provenant d'États faillis qui peuvent être éligibles à l'asile, mais qui, se sentant menacées par la société civile ou par des catastrophes naturelles que leur État ne peut assumer, sont aussi parfois à la recherche de travail. L'État a donc dû faire face à des demandes d'asile qui sont non seulement plus importantes, mais dont la légitimité était parfois moins évidente. Ce faisant, il est évident que l'approche personnaliste de l'asile n'est plus valable et que des marges de manœuvre devraient être laissées à l'État pour s'adapter à cette situation nouvelle. Le deuxième facteur a trait à la prise en compte croissante de considérations tenant à la sécurité de la société. Alors que la France a été durement touchée par le terrorisme, la question a de facto pris une place croissante dans le débat public. Et toujours. L'enjeu est double. Il s'agissait bien sûr, d'une part, d'accorder davantage de latitude à l'État pour refuser la protection ou y mettre fin pour des motifs d'ordre public, et d'autre part, d'assurer un contrôle effectif des frontières de manière à ce que des individus aux intentions malveillantes ne puissent pénétrer sur le territoire ou s'y maintenir sous couvert d'une demande d'asile fabriquée de toutes pièces. Le troisième facteur concerne l'apparition d'un phénomène de dévoiement du droit d'asile dans un contexte de protection continue de l'immigration irrégulière, de progression continue de l'immigration irrégulière. Ce phénomène s'est en effet progressivement accentué. Pour rappel, le nombre de bénéficiaires de l'aide médicale d'État, qui est l'indicateur traditionnel utilisé pour évaluer l'immigration irrégulière, a été multiplié par 2,3 depuis 2004 pour se porter à 380 000 en 2021. Alors que le droit d'asile est utilisé de manière croissante, parfois comme un prétexte pour pénétrer sur le territoire national, c'est souvent le fait de réseau, je ne rentre pas dans le commentaire particulier, ou faire échec à une décision d'éloignement, il est légitime que l'État s'organise également pour lutter contre ce dévoiement de procédure, et non pas contre le principe même de la protection qui doit être accordée dans les conditions que nous venons de rappeler. Le dernier facteur est celui de l'européanisation progressive de l'asile. Les initiatives de l'Union européenne, ça a été indiqué, ont été nombreuses en la matière, avec notamment une harmonisation des législations à travers la directive dite qualification de 2011, ou la création d'une structure chargée de favoriser la convergence des systèmes nationaux d'asile. Aujourd'hui, l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, dans ce contexte de rapprochement des politiques européennes, la singularité française ne pouvait que s'atténuer. La conjugaison de ces 4 éléments a inexorablement entraîné un rééquilibrage des objectifs du droit d'asile, de la protection de l'individu et de la société. La conséquence de ce rééquilibrage sont plurielles, plutôt les conséquences sont plurielles et peuvent être identifiées tant au niveau juridique que dans la pratique des différents acteurs politiques de l'asile. Afin de simplifier l'exposé, je m'attacherai à catégoriser ces évolutions selon les acteurs concernés et en respectant une forme de chronologique. Le pouvoir constituant a tout d'abord lui-même consacré ce rééquilibrage. Tout est parti de la décision du Conseil constitutionnel du 13 août 1993, qui censurait la loi présentée par M. Charles Pasqua, qui précisait les modalités d'application des accords de Dublin et dans leur principe cardinal, la non-admissibilité des demandes d'asile présentées en France lorsqu'une demande a déjà été déposée dans un autre État membre. Pour s'y opposer, le Conseil a fondé sa décision sur le préambule de 1946 et a donné sa pleine valeur constitutionnelle au droit d'asile. Concrètement, la France se serait vue obligée d'examiner toute demande d'asile déposée au titre du préambule de 1946, vidant largement de leur substance les accords de Dublin.
Pour lever cette difficulté, le pouvoir constituant a créé un nouvel article, 55-1, dans le texte suprême, autorisant expressément le mécanisme Dublin et surtout consacrant la vision étatiste de l'asile. Le texte issu de la loi constitutionnelle du 25 novembre 1993 est limpide. Les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté et qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. Le recentrage est limpide. L'asile est une prérogative d'État, désormais, avant d'être un droit individuel. Le législateur a ensuite pris toute sa part dans ce rééquilibrage, en veillant notamment à une plus grande prise en compte des enjeux liés à la sécurité. À l'occasion de la transposition de la directive qualification, les clauses restreignant le périmètre du droit d'asile ont été enrichies ou augmentées, selon ce que l'on pense. Ces évolutions sont principalement de deux ordres. Un, l'insertion de nouvelles clauses permettant l'exclusion, comme la révocation de la protection. Ce sont les dispositions de l'article 511-7 du CESEDA. Le statut de réfugié est refusé où il y est mis fin lorsqu'il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'État, ou en cas de condamnation définitive pour un crime ou un délit particulièrement grave et que la présence de l'intéressé représente une menace grave pour la société française. Deuxième point, la création de clauses de révocation qui permet à l'autorité compétente de retirer la protection dans les cas où une clause d'exclusion aurait dû être appliquée ou trouve à s'appliquer à raison de faits commis postérieurement à l'obtention de la protection, ainsi que dans le cas où l'octroi de la protection a résulté d'une fraude. Le Sénat, je dois bien l'avouer, ou le confesser, mais c'est un peu tard, a pleinement contribué à ce processus. Lors de l'examen de la loi dite Collomb, j'avais notamment porté un amendement substituant une compétence liée à la faculté aujourd'hui laissée à l'OFPRA de refuser ou de retirer le statut de réfugié au titre des dispositions de l'article 511-7. Les moyens de l'administration, et singulièrement de l'OFPRA, ont ensuite progressé afin de faire face à la massification de la demande. L'Office s'est notamment vu attribuer, je fais un peu de chiffres, 200 équivalents temps plein supplémentaires à la loi de finances 2020. Ces procédures ont également été modernisées pour assurer une meilleure prise en compte de l'objectif de protection. Pour donner quelques statistiques, l'OFPRA a réceptionné de la part de l'autorité judiciaire et des préfectures 3 450 informations en lien avec l'ordre public en 2021 et sollicité près de 28 000 enquêtes administratives. Ce perfectionnement des échanges d'informations produit des résultats certes perfectibles, mais comme tout système. En 2021, 231 retraits de statut de réfugié ont été décidés au titre de l'article 511-7, tandis que 158 décisions similaires ont été prises au titre des dispositions 512-3, protection subsidiaire. Enfin, le juge a dû adapter son office à cette nouvelle donne et contribue quotidiennement par sa jurisprudence à façonner cet équilibre entre protection de l'individu et protection de la société. C'est l'occasion d'ailleurs, je profite de cette occasion pour saluer, bien sûr, et ce n'est pas fin, le travail effectué par le juge de l'asile qui, dans un contexte humainement difficile, participe pleinement à la garantie d'un droit d'asile effectif. Je ferai mienne, en tous les cas, je me permettrai de la citer, une phrase trouvée dans l'essai de Semaine Larcher, « Croire à l'incroyable » me paraît décrire assez justement la réalité. C'est l'un des premiers ouvrages, c'est l'un des premières lignes de l'ouvrage prononcé par un ami de l'auteur qui l'a convaincu de s'engager à la CNDA. Tu verras, ce qui est compliqué, ce n'est pas le droit. Les avocats ne sont pas toujours d'accord, les juristes non plus, mais enfin bon, ce n'est pas le droit. Mais c'est de comprendre des situations de persécution. Le droit, c'est nécessaire, on est tous convaincus. Mais ce n'est pas le plus décisif, le plus dur, c'est de décider à partir du récit du demandeur s'il a besoin de protection. Je vais terminer par une troisième partie assez rapidement, j'ai occupé beaucoup de votre temps, mais je me permets d'insister sur le fait que l'équilibre entre protection de l'individu et de la société est toujours en construction. Et d'autre part, quelques pistes. J'utilise le terme de conciliation à dessein. Si la plus grande prise en compte de l'objectif de protection de la société me semble en effet bienvenue, voir celui-ci dominer sans nuance celui de la protection de l'individu n'est aucunement souhaitable. Toute réforme de la politique d'asile implique ainsi de trouver une voie de passage entre deux excès, aussi périlleux l'un que l'autre. Le premier serait de se résigner à une posture défensive, où le demandeur d'asile est systématiquement perçu avec défiance
et ce alors même que la tradition républicaine de l'asile nous honore et nous oblige. Le second serait de s'abandonner à une certaine forme de naïveté ou d'angélisme, où les dévoiements du droit d'asile seraient ignorés et l'objectif légitime de protection de l'ordre public délaissé. C'est ce chemin de crête que nous devons suivre, et la tâche est d'autant plus ardue que les débats sur l'asile sont dans notre pays de plus en plus polarisés et souvent propices à la caricature. Comme le souligne Philippe Ségur, le droit d'asile est un droit passionnel qui soulève dans le cœur une égale proportion d'amour et de haine. Le Sénat n'est pas resté inactif, mais j'ai décidé de vous faire grâce de ce que je voulais vous dire sur le travail utile, nécessaire, absolu, merveilleux du Sénat. Parce que je suis sûr que vous en êtes intimement convaincus et que vous ne seriez pas là si vous ne l'étiez pas, en tous les cas, je l'espère. Mais il me reste un seul mot, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, de vous dire que nous sommes un peu passionnés sur ce droit à la Commission des lois, mais que le plus important... Merci infiniment, Monsieur le Président. Donc, comme vous l'avez indiqué, la protection de la société a toujours été présente dans le régime de l'asile. Et même si celui-ci, comme vous l'avez également rappelé, tend à garantir en premier lieu les droits des individus, je vous cite, il serait dangereux d'opposer protection des individus et protection des sociétés. Les lignes d'équilibre ont sans doute évolué depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec une prise en compte plus prégnante, sans doute, des considérations de protection de la société, peut-être même une accélération de ce phénomène ces dernières années. Alors voilà une intervention qui est parfaitement en lien avec celle de Madame la première vice-procureure de la République, que nous entendrons en troisième lieu, mais entre-temps, vous voyez comme c'est bien organisé, nous allons avoir également le regard sur ces questions du Haut Commissariat aux réfugiés. Donc je vais passer maintenant la parole à M. Paolo Artini. Vous êtes représentant en France du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Vous avez été en poste dans de nombreux pays, je ne vais peut-être pas tous les citer parce que c'est bon là, mais le Koweït, la Mauritanie, l'Éthiopie, en mission d'urgence pour les réfugiés en provenance du Kosovo, de Syrie. Vous avez également travaillé à Sarajevo, je ne me trompe pas, en Italie également. Vous dirigez le département de la protection du HCR Rome. Vous avez exercé les fonctions de représentant adjoint pour le HCR en Turquie et au sein de la représentation régionale d'Europe de l'Ouest à Bruxelles. Donc, monsieur le représentant du HCR, je vous passe la parole. Merci et bonjour, monsieur le président de la Commission des lois, monsieur le président, madame la présidente Kimerlin, mesdames et messieurs. Donc, merci de m'avoir invité à ce colloque. Je suis très honoré de participer aux célébrations sur le 70e anniversaire de la Cour nationale du droit d'asile. D'ailleurs, c'est le temps d'anniversaire. On a célébré le 70e anniversaire de protection des réfugiés de l'OFPRA, la Convention de Genève de 1951. Aussi, nous avons rappelé l'adoption en 2021. Et l'année précédente, c'était aussi l'anniversaire de la création du HCR, malgré notre existence devait être temporaire. Le HCR est très fier d'être présent pendant toute l'histoire, en effet, de la CNDA et à côté de la CNDA. J'ai regardé récemment l'accord du siège de 1953 entre la France et le HCR qui mentionne que le délégué du haut-commissaire, comme on l'appelait à l'époque, assure la représentation du haut-commissaire à la commission de recours. J'ai regardé aussi l'accord cadre de coopération de 2008 qui rentre dans plus de détails sur les personnalités qualifiées nommées par le HCR qui siègent en tant qu'assesseurs aux formations de jugement de la Cour nationale du droit d'asile et qui précise également que le HCR et la Cour élaborent conjointement divers outils documentaires concernant la situation dans des pays d'origine des demandeurs d'asile qui sont indispensables à la bonne information des membres des formations de jugement de la Cour. Et donc, je voudrais saisir cette occasion pour souligner l'importance de ce partenariat historique, institutionnel. On se nourrit mutuellement depuis toutes ces années et la CNDA, je voudrais le souligner, a vraiment contribué de façon significative à l'évolution du droit des réfugiés. À l'occasion du 70e
60e anniversaire de la CNDA, donc 2012, l'UHCR, qui était représenté par mon prédécesseur, mais aussi par Volker Türk, qui était le directeur de la division de protection internationale, qui vient d'être nommé d'ailleurs haut commissaire aux droits de l'homme. Donc l'UHCR avait déjà souligné les bonnes pratiques mises en œuvre par les autorités françaises en matière d'octroi d'une protection aux réfugiés et aussi les caractéristiques spécifiques du système juridictionnel d'asile français. Donc l'interprétation évolutive de la Convention de 1951 a permis d'adopter une approche inclusive plutôt que restrictive à la définition des réfugiés, ce qui a permis de protéger des milliers de personnes. Je voudrais en particulier rappeler l'interprétation très dynamique de l'appartenance à un certain groupe social, qui a donné lieu à des décisions portant sur les persécutions liées au genre, à l'orientation sexuelle, à la traite, et plus récemment aussi à l'application première, la primauté de la Convention de Genève par rapport aux effets de la guerre et des situations de violence aveugles en Syrie ou en Afghanistan, donc au-delà de la protection subsidiaire. D'ailleurs, il y a un principe directeur sur la protection internationale, le numéro 12, qui parle des demandes liées au conflit armé et à la violence. Ce principe directeur que vous prenez en considération, tout comme les juridictions nationales et internationales, et aussi l'Agence de l'Union européenne pour l'asile. Donc, je voudrais souligner que le rôle de juge est d'autant plus important dans le monde d'aujourd'hui. Les chiffres ont été mentionnés. On a une augmentation significative du nombre de déplacés de force dans le monde. On est arrivé en 2022 à dépasser le chiffre symbolique de 100 millions de déplacés de force, si on prend en considération les réfugiés, les demandeurs d'asile et les déplacés internes. Et ce chiffre symbolique a été atteint en raison de la guerre en Ukraine, que, comme vous savez, c'était la crise la plus rapide depuis la Seconde Guerre mondiale, avec un déplacement de plus de 7 millions de personnes et de presque 7 millions aussi de déplacés internes, donc à l'intérieur de l'Ukraine, ce qui représente un tiers de la population de l'Ukraine déplacée de force. Et malgré l'ampleur de ce déplacement, l'Europe a réagi de façon très coordonnée, efficace, sous la présidence d'ailleurs française de l'Union européenne, à travers l'activation, elle a été rappelée, de la protection temporaire qui a permis de protéger plus de 4 400 000 réfugiés ukrainiens. Nous venons d'ailleurs de publier un rapport sur les premiers 6 mois d'application de la protection temporaire. Voilà un exemple de protection collective dans un contexte d'afflux massif de réfugiés. Parce que, comme vous savez, la plupart des réfugiés sont en effet accueillis dans des pays qu'on appelle en développement, à revenus faibles ou intérimaires, au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique, et sont accueillis surtout dans les pays voisins, dans les pays à côté des pays d'origine. Et dans les pays d'asile qui sont tout proches, ils sont souvent considérés comme réfugiés prima facie, pour leur donner rapidement la protection. Donc l'élan de solidarité qu'on a vu pour les réfugiés ukrainiens a été exceptionnel par l'État, par les secteurs privés, les associations, les citoyens. L'hébergement citoyen, d'ailleurs, a pris beaucoup d'ampleur. Donc le fait que les familles ouvrent leurs maisons pour accueillir les réfugiés. Et donc ça, je le souligne ici parce que je pense que c'est important. Non? Le titre de la table ronde fait référence à la protection des sociétés, mais souvent il y a aussi la protection par les sociétés, de la part des sociétés des réfugiés, par les citoyens dans ce cas, à travers leur mobilisation. D'ailleurs, cette efficacité de l'Europe et de tous les acteurs par rapport à la protection des millions d'individus, c'est une leçon importante aussi pour affronter d'autres crises, comme la crise en Méditerranée, où le nombre est très réduit, si on considère les millions d'Ukrainiens, mais comme vous savez, les risques et les tragédies en mer sont beaucoup trop nombreux. Donc, dans le contexte qui est assez complexe du déplacement d'aujourd'hui,
y compris la dimension sécuritaire, je vais y arriver. Il est clair que la solidarité, pour être efficace, doit être globale, que le partage des responsabilités entre les pays est dans l'intérêt de tout le monde et que les États et la société civile jouent un rôle central. Et tous ces éléments sont au cœur du pacte mondial sur les réfugiés qui a été adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 2018, qui rappelle justement l'importance de la participation de l'ensemble de la société pour protéger de façon efficace les réfugiés et trouver des solutions. Et je mentionne ici le pacte aussi parce que dans le cadre du Forum mondial sur les réfugiés 2019, la France était engagée à soutenir le renforcement des capacités d'asile des États demandeurs. Et à ce titre, le HCR travaille très étroitement avec le ministère de l'Intérieur, l'OFPRA, la CNDA, le Conseil d'État pour contribuer au développement du système d'asile dans des pays comme le Niger et bientôt le Tchad. Et nous encourageons le partage d'expertise comme outil pour mieux protéger les réfugiés dans le monde. Et le prochain forum mondial sur les réfugiés sera en décembre 2023. Et le haut-commissaire Filippo Grandi, qui est venu récemment en visite en France, a demandé à la France de coparrainer avec d'autres pays dans d'autres continents ces forums, ce que la France a accepté. Donc nous avons de belles opportunités dans le futur pour mettre en valeur la tradition d'asile de la France et mobiliser surtout davantage de solidarité dans le monde. Et je pense que la Cour, la CNDA, a tout son rôle à jouer en raison de son expertise et de son travail. Donc j'arrive sur le sujet de la protection des sociétés, donc les aspects liés à la sécurité. Je voudrais d'abord souligner, comme il a été fait aussi par M. Boulanger, que le droit international des réfugiés fournit un cadre juridique solide qui répond à la fois aux préoccupations de protection et de sécurité. Et donc, le droit international des réfugiés ne constitue pas un obstacle lorsqu'il s'agit de répondre aux préoccupations en matière de sécurité qui étaient au premier plan dès le début. Et les rédacteurs d'ailleurs de la Convention de Genève étaient très sensibles à la dimension sécurité nationale. Et l'article 1F qui a été cité donc, prévoit l'exclusion des personnes qui sont responsables des crimes odieux que vous avez soulignés parce qu'ils ne méritent pas la protection internationale en tant que réfugiés. Et le droit international des réfugiés précise également que les réfugiés et les demandeurs d'asile sont tenus au respect des lois de leur pays d'accueil. Ils ne sont pas à l'abri de poursuites pour tout crime commis sur le territoire. Et le statut de réfugié n'empêche pas de prendre des mesures appropriées lorsqu'il s'avère qu'un individu présente un risque sécuritaire. D'ailleurs, il a été cité déjà par M. Boulanger la jurisprudence sur la différents statuts et qualités des réfugiés, jurisprudence suivie, même anticipée par la CNDA sur ces sujets. Et les bonnes pratiques, et je salue Sophie Avar qui va en parler, c'est sûr, impliquent une coopération très étroite entre les autorités chargées de l'asile, les services de sécurité et de renseignement, ainsi que les juridictions pénales. Et tout en respectant naturellement les standards sur la protection des données et la confidentialité des demandes d'asile. Donc nous pouvons dire et souligner que assurer la sécurité et protéger les réfugiés doivent être entendus comme des objectifs complémentaires. Je fais quelques exemples. Par exemple, l'accès au territoire. Vous savez, l'accès au territoire pour les réfugiés est devenu gravement limité dans le monde avec l'instauration de murs physiques, de murs législatifs, juridiques, souvent justifiés au nom de la sécurité. Mais nous savons que l'impact de ces mesures, normalement, c'est une déviation de flux de réfugiés vers d'autres routes, en créant un environnement où les passeurs, les trafiquants prospèrent. En d'autres termes, ce genre de mesures finit par desservir l'objectif
de sécurité. En revanche, lorsque les demandeurs d'asile et les réfugiés sont rapidement enregistrés, que leur statut est déterminé de manière juste, rapide, efficace, les États peuvent être plus sûrs de savoir qui se trouve sur leur territoire. Et n'oublions pas que les réfugiés souvent fuient des situations de terrorisme et des actes de terrorisme. De même, offrir par exemple des voies légales d'admission, comme à travers la réinstallation des personnes les plus vulnérables, ou les voies complémentaires, les couloirs humanitaires, les couloirs universitaires, la réunification familiale, offre des avantages qui sont clairs au niveau de la protection et aussi de la sécurité des États. On peut parler d'ailleurs de la même exigence de complémentarité entre la protection et la sécurité dans les domaines de l'inclusion socio-économique. Par exemple, donner rapidement l'accès au travail pour les réfugiés et aux demandeurs d'asile, d'ailleurs, si la procédure est longue, aide à éviter les risques liés à la marginalisation et donc contribue positivement à la sécurité. De façon similaire, un regard positif sur les réfugiés contribue à la cohésion sociale et donc à prévenir les récits xénophobes ou racistes et les risques associés au niveau de la sécurité aussi des réfugiés. Donc, en conclusion, sur la base de l'expérience du HCR, je peux dire que protéger les réfugiés, individuellement ou collectivement, contribue à nous protéger nous tous, en effet. Et dans ces domaines, les juges de l'asile jouent un rôle crucial. Et le HCR, et merci encore de l'invitation, est disponible à continuer à aider pour atteindre ces objectifs de protection et de sécurité dans un contexte du système d'asile français où la CNDA a contribué depuis 70 ans maintenant à assurer la qualité de la procédure d'asile et donc à protéger de façon efficace les réfugiés en France. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Artini, pour votre intervention très intéressante. Vous avez insisté, bien sûr, sur la protection nécessaire des individus sur la base de la Convention. Vous avez insisté sur les différents défis auxquels nous sommes confrontés à l'égard du nombre croissant de déplacés de force, il faut bien le rappeler, de force au niveau global. Vous avez mentionné, c'est intéressant, le pacte mondial sur les réfugiés et cette idée d'un engagement nécessaire de toute la société pour glisser d'une protection des sociétés à la protection par les sociétés. Elle existe aussi, puis vous avez surtout insisté sur l'importance du rôle des juges dans un système d'asile de qualité. Merci. Je vais, pour notre dernière intervention, passer la parole à Madame Sophie Havard, qui est première vice-procureure de la République antiterroriste au tribunal judiciaire de Paris, adjointe à la chef du pôle crime contre l'humanité, crime et délit de guerre du parquet national antiterroriste. J'ai noté que vous avez été notamment avocate générale au procès en première instance d'un ancien préfet au Rwanda. Vous avez été en outre secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature et vous avez exercé vos fonctions au parquet auprès du tribunal de grande instance d'Évry, celui de Paris, et également à la Cour d'appel de Paris. Donc, Madame la première vice-procureure, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Je tenais à vous remercier, Monsieur le Président, pour votre invitation. Mesdames, Messieurs, également pour votre attention. Je suis très honorée d'intervenir sur cette table ronde après Monsieur le Président de la Commission des lois et Monsieur le représentant du Haut-Commissariat des réfugiés. J'interviens aujourd'hui, je représente donc Monsieur le procureur antiterroriste Jean-François Ricard et je suis très honorée de pouvoir évoquer devant vous l'action du parquet national antiterroriste dans les poursuites qui sont diligentées contre des individus qui ont fait l'objet de décisions d'exclusion en raison de suspicions d'implication dans des crimes internationaux. Alors, pour pouvoir aborder ce sujet, je souhaiterais dire quelques mots sur le pôle spécialisé dans la lutte contre les crimes contre l'humanité, les crimes et délits de guerre. C'est un pôle qui est assez jeune puisqu'il a 10 ans. C'est un pôle qui existe depuis 2012
Et il comprend à la fois un pôle de magistrats du parquet, qui fait partie donc du parquet national antiterroriste, le PNAT, depuis le 1er juillet 2019, et un pôle de 3 juges d'instruction qui sont spécialisés et qui, eux, sont rattachés donc au tribunal judiciaire de Paris. Et au sein du PNAT, nous avons 3 pôles. Ce pôle crime contre l'humanité qu'on appelle le pôle CCH, le pôle antiterroriste et un pôle exécution des peines. Alors, je vous parlerai plus particulièrement du pôle du parquet, donc le pôle CCH, puisque j'en fais partie. Et c'est un pôle qui est compétent pour poursuivre les crimes contre l'humanité, les génocides, les crimes et délits de guerre, les actes de torture au sens de la Convention de New York de 1984 et les disparitions forcées au sens de la Convention des Nations Unies. Alors, nous sommes actuellement, pour vous donner un ordre d'idée, 5 magistrats et nous sommes assistés de 3 assistants spécialisés qui sont des juristes spécialisés en droit international humanitaire et en droit pénal international. Et nous travaillons actuellement sur environ 160 procédures. 160 procédures, la moitié sont des enquêtes préliminaires qui sont dirigées donc par le parquet, et l'autre moitié sont des informations judiciaires qui sont, elles, dirigées sous la conduite donc, des juges d'instruction. Alors, quelques mots sur les critères de compétence qui encadrent les possibilités de poursuite. Les critères de compétence, nous en avons qui sont très classiques, c'est-à-dire que nous sommes compétents notamment à l'égard d'auteurs présumés ou de victimes qui sont de nationalité française. Et nous sommes également compétents pour des faits qui sont commis en France. Et dans ce cas, on est plutôt sur l'hypothèse d'une complicité, notamment de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, qui sont susceptibles d'être reprochés notamment à des personnes morales. Et puis, il y a surtout un mécanisme de compétence quasi universelle qui nous permet de poursuivre des auteurs étrangers pour des crimes commis à l'étranger contre des victimes étrangères. Et ce mécanisme est possible à partir du moment où l'auteur présumé réside habituellement ou est présent sur le territoire en fonction des infractions. Et c'est ce critère de compétence-là qui est à l'œuvre dans la majorité des procédures qui sont ouvertes par le pôle CCH. Et en pratique, c'est sur le fondement de la compétence quasi universelle que nous poursuivons les demandeurs d'asile non protégés qui nous sont signalés par les autorités de l'asile. Et en premier lieu, ça a été évoqué, ce sont ceux dont la demande est rejetée au visa de l'article 1F de la Convention de Genève, c'est-à-dire effectivement des personnes à l'encontre desquelles il existe des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis des crimes internationaux qui relèvent de la compétence du pôle. Alors, cette problématique de la poursuite des demandeurs non protégés, elle soulève un certain nombre d'enjeux, et notamment, évidemment, des enjeux de sécurité et d'ordre public face à des personnes exclues, mais généralement non expulsables, des enjeux également liés à nos moyens d'action dans la conduite d'enquêtes particulièrement complexes et de plus en plus nombreuses, et également des enjeux qui tiennent à la qualité des échanges entre les autorités de l'asile et les autorités de poursuite. Alors, pour évoquer ces enjeux, je vais axer mon propos autour de 2 grandes problématiques. La première, le signalement par l'autorité de l'asile des situations qui intéressent le PNAT et l'impact de l'activité sur notre pôle. Et la seconde, les poursuites des demandeurs d'asile non protégés et donc ces enjeux fondamentaux en termes d'ordre public et de sécurité intérieure. La question du signalement des demandeurs d'asile exclus du statut de réfugié sur le fondement de l'article 1F est au cœur, je dirais, des échanges entre le pôle et notamment l'OFPRA depuis la création du pôle en janvier 2012. Ce n'est finalement qu'en 2016 que la situation a véritablement changé, puisque jusqu'en 2016, il n'y avait aucune transmission par l'OFPRA des situations des demandeurs non protégés exclus de l'asile en raison de suspicions d'implication dans des crimes relevant de la compétence du pôle.
Et c'est la loi du 29 juillet 2015 portant réforme du droit d'asile qui a donné un cadre précis à ces signalements qui sont adressés au procureur et qui portent sur des soupçons de crimes graves ayant pu être commis par les déboutés de l'asile. Et cette loi prévoit expressément que l'OFPRA doit signaler à l'autorité judiciaire les individus exclus du statut de réfugié sur le fondement donc, de l'article 1F que nous avons évoqué. Et par la suite, une circulaire du ministère de la Justice du 27 septembre 2016 est venue préciser les relations entre l'autorité judiciaire et les autorités de l'asile, donc l'OFPRA et la CNDA. Et il est notamment rappelé dans cette circulaire que lorsque les circonstances le demandent, la CNDA fait usage de l'article 40 du Code de procédure pénale et communique certaines décisions à l'autorité judiciaire. Alors concrètement, cette loi a permis de lever des réticences qui étaient liées au principe à valeur constitutionnelle, ça a été rappelé, de confidentialité des demandes d'asile, et cela a permis de le concilier avec d'autres exigences, d'autres principes, et notamment les principes de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions. Alors depuis la loi de 2015, les transmissions des signalements d'individus exclus sur le fondement de l'article 1F sont systématiques de la part de l'OFPRA. S'y ajoutent également des signalements concernant des individus dont la demande d'asile est rejetée avant même que ne soit examinée la question des clauses d'exclusion. Cette fois, c'est en raison, je dirais, des suspicions de commission de crimes émergeant de leur parcours, tel que l'OFPRA a pu l'analyser. Et puis, de manière plus récente, l'OFPRA nous transmet également les décisions d'exclusion rendues par la CNDA sur le fondement de l'article 1F, pour lesquelles l'OFPRA n'avait pas nécessairement retenu ce motif d'exclusion, ce qui nous permet d'avoir un spectre assez large. Et peut-être pour vous donner un ordre d'idée, si le premier signalement de l'OFPRA sur le fondement de l'article 1F a été transmis en mars 2016, depuis celui-ci, l'augmentation a été constante et significative. Et là, je ne parle que des signalements traités par le pôle CCH. En 2016, nous avons été destinataires de 6 signalements. L'année suivante, en 2017, 20, puis 17, puis 35 en 2019, 38 en 2020, 11 en 2021. Et cette année, à ce jour, nous avons été destinataires d'à peu près 45 signalements. Alors, tous ces signalements-là ne donnent pas forcément lieu à des enquêtes. En réalité, à chaque fois que nous recevons un signalement, nous menons un travail approfondi d'analyse contextuelle par rapport donc, au contexte de commission de ces crimes, et également une analyse juridique donc, qui est effectuée par le pôle du PNAT sur la base de ce signalement. Et l'idée, c'est de pouvoir déterminer si les éléments transmis révèlent des crimes relevant de notre compétence et si ces crimes sont susceptibles d'être imputés à la personne concernée, c'est-à-dire au demandeur d'asile. Alors, peut-être pour vous dire que l'augmentation exponentielle, je vous ai donné quelques chiffres, du nombre de signalements, eh bien, cette augmentation a incontestablement impacté très fortement l'activité du pôle dans 2 directions. La première, c'est qu'il y a eu une explosion des enquêtes préliminaires et une part prépondérante prise par les enquêtes ouvertes à la suite de ces signalements. En 2012, nous n'avions aucune enquête préliminaire ouverte. Aujourd'hui, nous avons à peu près, donc, je disais 83 enquêtes préliminaires. Et sur ces 83 enquêtes, 52 ont été ouvertes à la suite de la réception de signalements par l'autorité de l'asile. Donc vous voyez cette part prépondérante qui est prise aujourd'hui. Et puis la deuxième direction, c'est véritablement pour nous la diversification des zones qui sont concernées par nos procédures. Nous sommes passés concrètement d'une zone phare en 2012 qui était le Rwanda à aujourd'hui environ une trentaine de zones sur lesquelles nous engageons un certain nombre d'enquêtes et d'investigations. Aujourd'hui, la deuxième zone
très importante, c'est bien entendu la zone irako-syrienne, mais nous enquêtons également sur d'autres zones, la Libye, le Libéria, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, l'Afghanistan, le Sri Lanka, le Tchad, l'Ukraine, etc., etc. Donc une trentaine de zones, et cette diversification est liée aux pays d'origine des demandeurs non protégés qui nous sont signalés. Alors, de manière très concrète, la part significative prise par les dossiers 1F dans les procédures du pôle, elle s'illustre par le fait que plusieurs interpellations qui ont été menées ces dernières années sous la conduite du pôle ont concerné des individus qui avaient été signalés par l'OFPRA notamment. Et je peux évoquer deux cas, notamment deux dossiers qui sont à l'instruction aujourd'hui, un ressortissant congolais et un ressortissant centrafricain qui étaient suspectés de crimes commis dans leur pays d'origine. Et ces deux personnes nous avaient été signalées. Il y a eu donc une enquête, une garde à vue, et aujourd'hui ces dossiers font l'objet d'une information judiciaire. Alors, très rapidement, après avoir rappelé, je dirais, le cadre législatif et l'impact sur notre activité, quelques mots sur ce que sont concrètement les échanges entre les autorités de l'asile et l'autorité judiciaire. L'OFPRA nous transmet d'initiatives, en application de l'article 40 du Code de procédure pénale, ou sur réquisition, des informations qui sont relatives à l'identité du demandeur d'asile, avec comme support l'entier dossier de demande d'asile et les décisions prises par les autorités de l'asile. Et c'est essentiel pour le bon déroulement de nos enquêtes d'avoir accès à toutes ces informations, de connaître les motifs de la demande d'asile, de connaître le parcours de l'intéressé, de pouvoir consulter les comptes rendus d'entretien qui sont réalisés par les officiers de protection, de consulter également les pièces qui peuvent être versées à l'appui de la demande d'asile et aussi les notes de contexte qui sont établies par la direction de l'information de la documentation de l'OFPRA, qui sont très utiles dans notre travail d'analyse. Et puis, il nous arrive aussi de demander, d'obtenir de l'OFPRA l'enregistrement sonore de l'entretien qui est réalisé avec l'officier de protection, qui nous est adressé de manière sécurisée et qui constitue en fait un moyen de preuve supplémentaire qui est notamment indispensable lorsque l'intéressé revient sur ses déclarations, les conteste. Cela nous permet concrètement de le confronter à ce qu'il a pu dire devant les autorités de l'asile lors de son arrivée. Donc c'est un moyen très utile, et sur réquisition, il nous arrive également de solliciter l'OFPRA afin d'obtenir des informations sur des témoins, sur des victimes potentielles de crimes internationaux sur lesquels nous enquêtons et dont on souhaite recueillir les témoignages. Et il peut d'ailleurs nous arriver d'établir des réquisitions générales visant à la recherche de témoins, de victimes sur telle zone de conflit, sur telle période, sous réserve, dans ces cas-là, du consentement des personnes concernées à cette transmission. Et ça, c'est l'OFPRA qui est à la manœuvre sur cet aspect-là. Tous ces éléments, en tout cas, viennent nourrir les procédures judiciaires, et en retour, nous-mêmes, au niveau du parquet national antiterroriste, nous informons l'autorité de l'asile en retour des suites qui sont données au signalement, et notamment des décisions de classement sans suite qui peuvent être prises ou des ouvertures d'enquête. Donc c'est quelque chose, c'est un échange qui se fait, un circuit a été mis en place de manière assez détaillée, et ça nous permet d'avoir des échanges très fluides avec l'OFPRA sur cette problématique. Alors sur le deuxième point que je souhaitais aborder, sur les poursuites des demandeurs d'asile non protégés, ces poursuites posent bien entendu des enjeux fondamentaux en termes d'ordre public et de sécurité intérieure. En pratique, les personnes exclues du statut de réfugié sur le fondement de l'article 1F ne peuvent faire l'objet d'expulsion, d'extradition vers leur pays d'origine, parce que la question de la possible persécution est examinée avant la question du motif d'exclusion. Ce qui veut dire que nous sommes face à des personnes qui sont installées en France, qui sont non régularisables, non expulsables, et qui se trouvent dans une zone grise qui est potentiellement lourde de danger. Alors,
au regard des crimes graves que ces personnes sont suspectées d'avoir commis dans leur pays d'origine, il est vrai que ce profil-là peut être particulièrement inquiétant. Et nous avons, dans un certain nombre de cas, des personnes qui sont d'ailleurs fichées, notamment fichées S, et qui font l'objet d'un suivi particulier par les services de renseignement. C'est un suivi qui n'est pas judiciaire, même si nous sommes naturellement tenus informés et en contact étroit avec les services en charge de ce suivi. Ce qui est important, je pense, de souligner, c'est qu'à travers les nouvelles dispositions issues de la réforme de l'asile, la France s'est véritablement mise en mesure de respecter le principe aut dedere aut judicare, c'est-à-dire que voilà, l'obligation pour l'État soit de poursuivre, soit d'extrader. Et c'est vrai que l'enjeu est véritablement crucial dans la lutte contre l'impunité des criminels internationaux, afin que la France ne puisse pas servir de refuge à des criminels de guerre ou des criminels contre l'humanité. Alors cela a été rappelé, d'ailleurs, la Convention de Genève exclut clairement et expressément du champ de sa protection ces personnes, compte tenu effectivement des actes qui sont susceptibles d'avoir commis, parce que les auteurs des crimes internationaux instrumentalisent et détournent les possibilités offertes par la procédure de demande d'asile pour échapper à leurs responsabilités pénales. Et je pense notamment à un exemple en particulier, dans le cadre d'une enquête préliminaire que nous menons, qui est ouverte contre un individu suspecté d'avoir commis des crimes, notamment des crimes de torture en Libye. Voilà. Il s'avère que cette personne a été poursuivie par un autre parquet de droit commun pour avoir utilisé des fausses identités dans le but de déposer de multiples demandes d'asile. Et cet exemple-là illustre les difficultés qui peuvent survenir dans les enquêtes diligentées contre ces demandeurs non protégés qui peuvent effectivement, dans un certain nombre de cas, essayer de falsifier leur identité. Et ces enquêtes, qui sont fondées sur les signalements, soulèvent de nombreuses difficultés pour les magistrats et pour les enquêteurs. Les services de l'immigration et de l'asile travaillent selon un prisme qui est différent de l'enquête pénale, sur la base de soupçons suffisants, de raisons sérieuses pour exclure du bénéfice de l'asile. Les exigences probatoires sont donc moindres que ce qui est requis dans le cadre d'une enquête judiciaire pénale. Par exemple, pour pouvoir mettre en examen, nous avons besoin d'indices graves et concordants rendant vraisemblable la participation à ce crime. Et l'auto-incrimination qui peut être observée dans le cadre des demandes d'asile ne peut pas être une base suffisante, suffisamment solide pour se dispenser d'une réelle enquête. Dans une procédure pénale, il faut bien entendu étayer, corroborer, confronter, prouver pour pouvoir un jour espérer aboutir à un procès et le cas échéant à une condamnation pénale. Et cela signifie que toutes les informations qui nous sont communiquées par les autorités de l'asile constituent un matériau qui est indispensable, mais c'est un matériau qui doit être corroboré par d'autres éléments qui sont recueillis dans le cadre donc des procédures pénales que dans le cadre des procédures judiciaires que nous menons. Et là-dessus, je ferai peut-être une courte observation sur la procédure devant la CNDA, puisque lorsque nous obtenons la communication sur réquisition de décisions rendues par la Cour, nous n'avons pas accès aux déclarations de l'intéressé. Cela s'explique bien naturellement parce que l'oralité des débats devant la CNDA fait que nous n'avons pas accès à ces déclarations écrites. Et nous analysons avec la plus grande attention les décisions motivées de la CNDA, puisque cela va nous donner des indications sur le positionnement, sur les déclarations de l'intéressé. Mais il nous serait certainement utile d'être également destinataire, peut-être de manière plus systématique, des pièces éventuellement versées dans le cadre du recours. Je pense notamment aux mémoires, aux pièces justificatives, et peut-être au cours de l'audience, peut-être que les notes d'audience seraient aussi un matériau utile dans la conduite des enquêtes. Alors, pour en revenir aux spécificités des enquêtes ouvertes sur la base de signalement, je dirais qu'il s'agit d'enquêtes d'un nouveau type, des enquêtes qui sont exigeantes, à contre-courant des méthodes de réflexe de droit commun,
parce que, vous l'avez compris, ces enquêtes-là, très souvent, pour étayer, je dirais, les suspicions initiales, nous devons rechercher des preuves. Et ces preuves, nous devons très souvent les rechercher à des milliers de kilomètres de la France pour nous déplacer, entendre les personnes, recueillir les témoignages, essayer d'identifier, en tout cas de recueillir des preuves médico-légales, d'identifier des charniers, des fosses communes, voilà, d'accéder concrètement aux scènes de crime, souvent des années après. Donc, compte tenu de cette distance géographique, de cette distance aussi temporelle parfois, nous avons dans nos moyens d'action l'entraide judiciaire avec les États, avec les mécanismes, pour essayer d'accéder, de nous rapprocher des zones où ces scènes de crime ont été commises. Mais tout ceci, je pense, vous montre à quel point ces enquêtes sont longues, ces enquêtes sont complexes, et cela pose bien entendu des difficultés, puisque pendant ce temps-là, pendant que l'enquête se déroule pour recueillir des éléments à charge et à décharge, eh bien, les personnes qui ont sollicité l'asile sont présentes sur le territoire français et nous ne pouvons pas, de manière immédiate, après un signalement, procéder à une interpellation, engager une mesure coercitive sans avoir recueilli préalablement tous ces éléments de preuve. Alors, pour conclure mon propos, quelle perspective, quel bilan de ces poursuites? Je pense qu'il reste de nombreuses questions en suspens, notamment peut-être la question des individus dont les demandes d'asile ont été rejetées avant la réforme de 2015, puisque aucun ne nous a été signalé à une époque où de nombreuses personnes fuyaient des zones de conflit et donc fuyaient de possibles crimes. Et cela concerne en premier lieu la zone irako-syrienne, mais cela concerne en réalité beaucoup d'autres zones. Et à cet égard, je pense utile de souligner que le PNAT n'exclut pas la possibilité de solliciter les autorités de l'asile sur certaines situations, dans le cadre d'une démarche résolument proactive. Alors, sur le bilan, pour terminer mon propos, je pense qu'il est trop tôt pour dresser véritablement un bilan des poursuites des demandeurs non protégés par le pôle. Ce bilan, il est en cours puisque aucune procédure n'est encore allée jusqu'à son terme, qu'aucun procès ne s'est encore tenu à l'issue de procédures initiées sur la base de signalement de l'OFPRA, mais je ne doute pas que nous y parviendrons dans les prochaines années et que ce sera à ce moment-là l'aboutissement, je dirais, de ce mouvement de lutte contre l'impunité dans lequel les acteurs de l'asile jouent un rôle essentiel. Je vous remercie. Merci infiniment, Madame la première vice-procureure, pour ce panorama très complet, très précis de vos missions au sein du parquet national antiterroriste. Ce que j'en retiens, et pour en retenir beaucoup de choses, mais ce que j'en retiens, c'est l'importance de la collaboration entre les autorités de l'asile et le juge judiciaire pour finalement aboutir à une préservation, justement, du droit d'asile. C'est quand même ça qui est absolument fondamental à retenir. Merci encore. Je crois que nous disposons, je ne sais pas, Monsieur le Président, peut-être si vous avez encore un instant, nous disposons d'un petit moment pour des questions de la salle. Donc, voilà, qui lance les débats. Ah. Alors, Madame. Oui, bonjour. J'avais juste une petite question pour Madame Avare. Je me demandais, à contrario, quand vous engagez des poursuites par des demandeurs d'asile qui ont eu le statut de réfugié, donc qui sont réfugiés, est-ce que dans ce cas-là, vous communiquez avec l'OFPRA pour leur signaler que quelqu'un qui a eu le statut de réfugié, en fait, il y a des poursuites engagées contre lui pour que, du coup, l'OFPRA envisage, pourquoi pas, une cessation du statut? Merci. Oui, tout à fait. Lorsque nous disposons de telles informations, ce qui n'est pas toujours le cas, mais en tout cas quand il y a des procédures où il apparaît que cette information est dans la procédure, une personne qui peut être suspectée en tant que complice ou en tant qu'auteur, effectivement, ça fait partie, je dirais, des réflexes que nous avons pour justement que la question d'un réexamen puisse être examinée par l'autorité de l'asile et d'éventuellement d'un retrait du statut ou de la protection qui a pu être apportée. Donc effectivement, ça c'est quelque chose que nous faisons. Mais, une question au fond, monsieur ?
soulevé par l'OFPRA parce que l'intéressé n'a pas avoué, n'a pas dit ce qu'il faisait, mais que l'on se rend compte au cours de l'audience qu'il y a un véritable motif d'exclusion. Je pense à un cas très précis, mais je pourrais en prendre quelques autres. Je n'ai pas eu beaucoup de cas d'exclusion dans les audiences que j'ai présidées, mais le cas où véritablement une personne requérante avoue qu'elle a participé à un trafic d'organes humains. À l'évidence, c'est un crime contre l'humanité, c'est à l'évidence un cas d'exclusion. Bien entendu, à l'OFPRA, elle n'a rien dit. Alors, je m'interrogeais en vous écoutant. Je pourrais prendre 2 ou 3 autres exemples, pas beaucoup, hein, parce que je n'en ai pas fait beaucoup de cas d'exclusion, mais comment pouvez-vous intervenir? Parce que le trafic d'organes humains qui est reconnu, qui est avoué à la suite des interrogatoires, enfin des questions que nous posons, comment pouvoir, des années après, le vérifier, d'une part, et donc, comme il y a exclusion, la personne n'a pas un refus de demande de sursis, elle reste sur le territoire national. Normalement, il me semble que c'est une compétence de la Cour pénale internationale, le trafic d'organes humains. Où est-ce que vous êtes compétent et comment là on peut aboutir? Alors, tout dépend effectivement du crime. Nous avons effectivement une compétence voilà, sur les crimes que j'ai pu rappeler, les crimes internationaux. C'est vrai que tout dépend dans quel cadre s'inscrit. Par exemple, l'exemple que vous donnez sur les organes humains, ce n'est pas nécessairement le pôle qui serait compétent, mais vous avez des juridictions spécialisées, notamment au parquet de Paris. Et je pense que dans ces cas-là, lorsque cette information survient, notamment lors d'une audience qu'elle n'apparaissait pas du tout auparavant, il y a cette possibilité justement de signaler, notamment dans le cas d'un article 40, ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas forcément, on reçoit essentiellement des signalements de la part de l'OFPRA. On a déjà reçu des signalements de la part de la CNDA de manière effectivement beaucoup moins importante, mais ça reste une possibilité, notamment ce signalement via l'article 40 du Code de procédure pénale. L'idée, c'est quand on a effectivement connaissance notamment de ce type de crime, de pouvoir informer l'autorité judiciaire. Après, l'autorité judiciaire, elle saura, je dirais, rebasculer ce signalement au service compétent. Ce n'est pas forcément à la Cour de savoir que tel service, les organes, voilà. Mais ça, c'est quelque chose, je dirais, qui peut être fait soit en transmettant, par exemple, au parquet de Paris, et pour les crimes qui relèvent de la compétence du pôle, que j'ai rappelé en début, donc crimes de guerre, etc. Voilà. Mais pour répondre à votre question, je pense véritablement que ce sont des choses sur lesquelles nous pouvons initier une enquête, et on vérifie de toute façon s'il y a d'autres juridictions internationales, étrangères, qui sont susceptibles aussi d'être intéressées par la personne concernée, puisqu'il peut y avoir aussi des mandats d'arrêt qui sont décernés par d'autres pays. Bien, nous disposons encore de 5 petites minutes pour une question, Monsieur le Vice-président. J'ai peut-être déjà abusé le temps de parole que j'ai pu utiliser, mais un petit commentaire, parce que ce qui, pour moi, est toujours difficile avec les clauses d'exclusion, c'est que ça concerne par définition que des personnes qui, autrement dit, méritent d'être protégées, mais pour des raisons d'exclusion, ne sont pas permis d'être protégés par le statut de réfugié. Alors, pour les juges d'asile, il faut tracer cette ligne entre les deux exactement correcte. C'est comme un dilemme de boucle d'or. Ça doit être justement correct. Ni trop chaud, ni trop froid. Et ça, c'est dans la réalité des choses, parfois, je crois, très difficile pour vous, en tant que procureur, mais aussi pour les juges. Oui. Bien, merci. Donc, Madame, Maître. Oui, bonjour Marianne Lagrue, je représente Madame la bâtonnière de Paris qui vous remercie de l'avoir invitée. Je voudrais faire une observation sur les cas de retrait qui effectivement sont une
évolution, ce qui n'est pas forcément un terme positif, ce qui est une évolution de la loi sur l'asile. L'article L511-7 prévoit notamment le retrait pour les cas de personnes qui ont commis des crimes punissables d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Au passage, cet article est plus large que celui édicté par la directive et cet article est utilisé par l'OFPRA pour des cas de personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugiés, condamnées dans le cadre d'un article permettant une sanction jusqu'à la peine de 10 ans d'emprisonnement, mais qui ont eux-mêmes été condamnés à des peines sursitaires. Et on voit donc là que ce mécanisme est donc un mécanisme très sévère, puisque la personne dont on va finalement, l'OFPRA va demander le retrait, sont des personnes qui ont commis des délits, certes entrant dans le cadre d'un de ces articles, mais des tout petits délits. Et c'est là où je pense qu'il y a une difficulté entre ce que disait peut-être Monsieur le Président de la Commission des lois du Sénat sur l'obligation, peut-être l'urgence de protéger la société et pas seulement l'individu. Je l'entends bien, je crois que nous tous, avocats et avocates ici présentes, nous pouvons l'entendre. En revanche, je pense qu'il va y avoir et qu'il y a déjà des dévoiements précisément pour l'interprétation large de cet article, puisque bien évidemment, on ne poursuit pas du retrait que les personnes condamnées à 10 ans, mais également aux peines sursitaires. Je pense à un cas bien précis. Par ailleurs, je voudrais simplement répondre à Madame Havard que si effectivement vous n'avez pas les notes d'audience, ce n'est pas seulement dû à l'oralité des débats, mais c'est aussi en raison de l'absence du greffe devant la Cour nationale du droit d'asile, ce que parfois nous aussi nous pouvons déplorer. Et puis nous regrettons aussi de ne pas avoir toute la documentation que peut avoir la Cour et peut-être que je le redis ici aux représentants du service. Bien, merci Maître pour ce qui n'est pas vraiment une question, mais donc en effet notamment pour la... je crois que... Oui, on continue. Alors une question ? Lyonnaise. D'accord. Oui, bonjour. Marie-Noëlle Fréry avec Delphine Delbès. Pareil, nous représentons les bâtonniers, puisque nous en avons 2 sur Lyon. Il y a trop de travail pour un barreau de province. Non, merci à tous, vraiment, et merci à la CNDA, même si vous avez admis visiblement les avocats à compte-gouttes, mais au moins, il y en a quelques-uns et on pourra faire des comptes rendus. Mais simplement, sur le dévoiement, une première question, monsieur le sénateur, et on se connaît bien, puisque vous êtes aussi confrère, et on respecte largement, vous le savez, à Lyon, entre autres, votre travail, plus mesuré que la moyenne. Mais pourquoi parler de dévoiement dans votre présentation de ce matin en parlant de l'aide médicale d'État alors qu'elle ne concerne pas nécessairement les demandeurs d'asile? Première question. Deuxième question, quand vous évoquez les alertes, 3421 alertes, préfecture et judiciaire, de ce qu'on a compris du judiciaire, c'est 50 dossiers. Donc le reste des alertes, c'est les préfectures avec des dossiers, on va dire, très approximatifs, puisqu'un des derniers dossiers plaidés cette semaine devant la Cour d'asile visait un homme dont on nous disait qu'il était, coupable, fichettage de viol au pluriel sur mineur, interrogation après le fichettage du cabinet d'avocats, et on s'est aperçu qu'il n'était seulement que victime d'un chèque sans provision en tant qu'entrepreneur en bâtiment, mais que les renseignements étaient faux. Donc si vous comptez là-dessus pour dire qu'il y a dévoiement, peut-être qu'il faut faire attention à vos statistiques et à vos arguments. Et ensuite, dernier point, sur 2016, et j'entends parfaitement le travail fait par le parquet, et c'est très bien ainsi, et notamment la compétence universelle, il n'y a évidemment pas de souci là-dessus, il y a des choses à juger. Simplement, 2016-2022, 500 000 demandeurs d'asile en France. Total des signalements, 53. Sur le dévoiement sur la protection des sociétés, il me semble qu'il y a d'autres choses à dire que ces exemples-là. Monsieur le Président, qui va clore les débats. Je vais répondre à Maître Fréry quand même. Non mais, je crois que tu as raison sur la présentation. Pardon, vous avez raison, excusez-moi. Sur la présentation et sur ce que tu viens de dire, il peut y avoir une confusion dans ce que je voulais exprimer. Et donc, effectivement, il faut rectifier. L'aide médicale d'État, 380 000 personnes, ils ne sont pas tous demandeurs d'asile. Donc, il n'y a pas de discussion. Et de surcroît, quand ils le sont, il n'y a pas de difficulté. En revanche, que la procédure de l'asile, à un moment, a été dévoyée
de son objectif opportunément par un certain nombre de personnes, et notamment de réseaux mafieux, qui ont embarqué des gens de bonne foi dans des procédures de cette nature, ça, je pense que c'est aujourd'hui assez bien établi, en réalité. Et c'est ça qui est un problème. Naturellement que la liberté de faire une demande d'asile sur le territoire national est ouverte, et heureusement d'ailleurs, on est bien d'accord avec ça. Moi, ce que je trouve, ce sur quoi il faut être très très prudent, c'est le fait qu'un certain nombre de crapules, de réseaux très organisés, utilisent volontairement cette procédure-là pour embarquer des gens dans des situations dont l'issue est fichue par avance parce que ça ne correspond pas. C'est ça sur lequel il faut lutter. C'est ce que je veux dire. Donc tu vois, je te précise les choses pour pas que tu repartes à Lyon déçu. Bien. Mais vraiment, c'est ça. Voilà. Pardon, excusez-moi. Je ne veux pas vous interrompre. Bien, oui, mais ça c'est pareil. Mais je suis d'accord pour considérer que le volume en lui-même n'est pas aussi important qu'on peut l'imaginer, mais tant mieux. Mais à contrario, le fait qu'il y ait eu des personnes quand même qui soient identifiées, c'est rassurant aussi en matière d'ordre public, parce que potentiellement, ça peut être des personnes qui sont susceptibles de commettre sur le territoire national des attentats, enfin, tout ce qu'on a connu, des choses horribles. Mais je suis bien d'accord pour dire qu'il ne faut pas en faire un principe. Merci beaucoup. Non, je pense que là, malheureusement, nous sommes arrivés à l'heure. Pardon, non, mais je crois que. Pardon. De relayer les questions de l'auditorium. Ah, monsieur. Oui, on a encore un peu de temps, mais je pense peut-être. Oui, Monsieur le Président va nous quitter. Bon, si vous êtes d'accord, on continue, bien sûr, avec grand intérêt. Pour Madame la vice-procureure, savoir quel est le rôle et la portée des avis du Service national d'enquête, le SNEAS, dans le cadre de vos travaux. Excusez-moi, j'ai pas entendu la question. Le rôle et la portée des avis du Service national d'enquête, le SNEAS. Là-dessus, je pourrais difficilement vous répondre. En fait, il faut bien voir que le PNAT, c'est différents pôles, et notamment le pôle CCH. On n'intervient pas forcément sur notamment toutes les mesures qui concernent un certain nombre d'infractions terroristes. Donc là-dessus, j'ai pas d'éléments de réponse particuliers à apporter. D'accord, merci. Et en fait, il y avait une question pour la précédente, la table ronde numéro 1 qui n'a pas pu être posée tout à l'heure. Et les personnes de l'auditorium souhaitaient savoir si le juge de l'asile belge avait déjà eu à connaître des cas d'objecteurs de conscience russes actuellement et comment ça avait été traité. C'est une vaste question, peut-être juste avant le déjeuner. Alors, Kathleen, est-ce qu'on peut avoir un élément de réponse? Non, parce qu'il faut d'abord passer par le CJRA, hein, donc c'est tout nouveau, donc avant que ça arrive au Conseil, ça va, ouais, peut-être chez vous, je n'en sais rien, mais pas au niveau d'appel, non. Bien. Merci. Je crois c'est bon pour les questions, nous avons terminé. Écoutez, merci infiniment pour votre écoute. Merci à vous. Très bien.